Bonsoir les amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vendredi. Vu que maintenant, période estivale, je sais pas pourquoi je me suis embarquée là-dedans. Non, ça me fait plaisir, mais je pensais pas qu'en fait à cette période il allait faire si chaud en fait. Bref, non, ça me fait plaisir de faire des vidéos évidemment, même si j'ai extrêmement chaud. Et donc, vu que je peux pas allumer le ventilateur, j'ai perdu je sais plus où j'ai mon éventail pastèque. Vous vous souvenez, il y a très longtemps, l'été dernier peut-être, je vous l'avais montré. Ou l'été d'avant, je ne sais plus. J'ai trop chaud. Je sais pas combien il fait, il doit faire... Et encore aujourd'hui, vendredi, parce que je tourne cette vidéo, on est vendredi. Il est 17h21 et donc vous allez avoir cette vidéo ce soir. Oh, je sais pas, il doit faire 35 peut-être. Bon, pas dans mon appartement, encore heureux. Dans mon appartement, il fait 25. Bon. Alors, on va commencer la lecture. Désolée si c'est un peu brouillon, mais je suis assez fatiguée et à cause des migraines et de la chaleur. Je pense qu'on est tous pareils, on est tous à plat vu qu'il fait très chaud. On va continuer avec César. Je crois que c'était la vidéo d'avant, de dimanche peut-être, ou vendredi dernier. Vendredi dernier. On parlait de César et de Vercingétorix. Eh bien, nous allons rester dans la Rome antique et parler de la mort de César, un meurtre fondateur. Cerné par une mêlée confuse de conjurés fébriles, le dictateur succombe sous les coups de poignard. L'assassinat de César était censé rétablir la République. Il contribuera au contraire à instaurer l'Empire. Sur le forum, en ce 20 mars 44 avant Jésus-Christ, les funérailles de Jules César tournent à l'émeute, embrasant le vieux cœur civique de Rome. Le malheureux tribun Caius Helvius Cinna vient d'être atrocement mis en pièces par une foule hystérique l'ayant pris à tort pour un complice homonyme des meurtriers du dictateur. Quelques heures plus tôt, le consul Marc-Antoine avait présenté la dépouille de son ami défunt à la foule massée devant la tribune au rostre et avait brandi devant elle sa toge maculée de sang, lacérée par les poignards des assassins. Déjà ému par la lecture du testament de César, empli de généreuse libéralité pour le peuple romain, l'assistance avait été chauffée à blanc par l'éloquence pathétique de l'orateur. Elle s'était alors précipitée aux alentours afin d'entasser tables et bancs tout ce qui pouvait brûler pour improviser en plein forum un bûcher funèbre où elle avait transporté le corps du défunt. 5 longues journées et autant de nuits fiévreuses s'étaient écoulées depuis les ides de mars, jour de l'assassinat du dictateur. La tension latente avait fini par se déchaîner et les fragiles illusions des conjurés s'envolaient en fumée avec les cendres de leurs victimes. Les meurtriers avaient pris la précaution de se barricader chez eux, mais ils n'avaient désormais plus d'autre choix que de fuir Rome pour sauver leur vie, abandonnant la ville aux héritiers de César. Faute d'avoir mesuré par avance la véritable portée de leur acte et d'avoir préparé les suites à donner à leurs entreprises, Brutus, Cassius et leurs complices avaient perdu la main. Ils ne devaient jamais revoir les rives du Tibre. Comment en était-on arrivé là ?
Au terme de 5 années de guerre civile, doublant son génie militaire d'une grande habileté politique, César avait anéanti successivement les forces que lui avaient opposées ses adversaires. À Pharsale en Macédoine, à Thapsus en Afrique et en dernier lieu à Munda en Espagne. Il pouvait désormais se consacrer aux préparatifs de la grande expédition militaire qui conduirait les enseignes romaines d'abord contre les barbares du Danube, puis les Parthes, afin de venger la défaite des armées de Crassus et le ferait enfin marcher dans les pas d'Alexandre le Grand en Orient. Frustration et rancœur, César avait fini par se faire décerner la dictature à vie par le Sénat. Sans doute était-il tenté par davantage encore. Le titre de roi peut-être. Y avait-il réellement pensé, lui le patricien qui connaissait parfaitement l'hostilité invétérée de la noblesse romaine envers l'idée de royauté? Toujours est-il que la rumeur circulait avec insistance. Quelques semaines avant la date fatidique, à l'occasion des fêtes des Lupercales, Marc-Antoine lui avait maladroitement tendu le diadème. César avait eu beau repousser sagement l'offrande, il n'en fallait pas plus pour ancrer dans leur résolution la poignée de sénateurs qui ne voyaient en César qu'un odieux tyran dont il fallait au plus vite débarrasser la cité. Cela faisait en effet quelque temps qu'un cartel de frustration, de vaines illusions et de vieilles rancunes recuites était en train d'agréger secrètement plusieurs noms éminents de l'aristocratie sénatoriale. Des Césariens déçus de n'avoir pas été payés de leur soutien, comme Decimus Brutus, des anciens partisans de Pompée, et surtout des proches de la coterie familiale de Caton, l'austère conservateur qui avait préféré le suicide à la soumission. Cassius était de ceux-là. Parmi toutes ces personnalités, la plus symbolique était celle de Marcus Junius Brutus, réputé pour son intégrité et sa hauteur d'esprit. Il était la caution morale du complot, son emblème aussi, car le jeune homme était censé descendre du Brutus qui avait jadis mis fin à la tyrannie des Tarquins en expulsant de Rome les derniers rois étrusques. De bonnes âmes ne cessaient d'ailleurs de l'exalter en lui rappelant ce lointain exemple familial. Les conjurés avaient préféré ne pas associer Cicéron à leur projet, estimant le consulaire trop veule. Le complot ne s'était d'ailleurs que trop élargi, risquant de mettre en péril son exécution et ses participants. Il fallait passer à l'action au plus vite. On jugea que le lieu et le moment les plus propices seraient une séance du Sénat, celle qui se tiendrait le jour des Ides de mars. Les poignards jaillissent des toges. Il s'en fallut de peu pourtant que l'entreprise ne soit tuée dans l'œuf, et c'est une succession de hasards et d'actes manqués qui conduisirent malgré tout César vers son funeste destin. La nuit précédente, son épouse, Calpurnia, eut un sommeil agité de rêves prémonitoires et de sombres pressentiments. Convaincu au matin de se rendre tout de même au Sénat, César fut approché sur le trajet par un grec de ses amis qui voulut l'avertir de ce qui se tramait contre lui en lui glissant un billet dans la main. Pressé par la foule des solliciteurs et des flatteurs, le dictateur n'eut pas le loisir de lire le message. Il l'aurait, paraît-il, tenu encore dans la main au moment où les lames le transpercèrent. On imagine aisément l'état de grande fébrilité qui agitait les conjurés et leur soulagement lorsqu'ils virent le dictateur pénétrer enfin dans la curie où l'attendait la foule des sénateurs. Comme convenu, l'un d'entre eux, Trébonius, prit à part sous un motif quelconque le consul Marc-Antoine afin que celui-ci ne puisse porter secours à son ami. Les autres entourèrent César, l'agrippant par la manche sous prétexte de
plaider la cause de quelques disgraciés. Très vite jaillirent les poignards dissimulés sous les plis de leur toge. À 23 reprises, dans une mêlée brutale et soudaine, le conquérant des Gaules fut frappé à mort. Il n'avait pu que se couvrir la tête de son manteau pour protéger son visage, avant de s'effondrer tout ensanglanté au pied de la statue de Pompée, son vieux rival défunt. Ironie du destin, dans la curie en quelques instants, la confusion laissa place à la stupeur, puis la stupeur à la panique. D'abord tétanisés, les nombreux sénateurs présents s'enfuirent, chacun craignant pour sa vie. C'est dans ce tumulte répandu à vivre à vive allure partout de les rues de la ville que les conjurés se montrèrent sur le forum avant de monter par précaution se retrancher sur le Capitole, escortés par la troupe des gladiateurs de Decimus Brutus. Au fil de la journée et jusqu'au soir, ils y reçurent la visite des ralliés de la 11e heure, volant au secours de ceux qu'ils croyaient être la victoire. Un acte accompli avec un courage d'homme, mais avec une cervelle d'enfant. Le jugement de Cicéron quelques semaines plus tard était aussi cruel que lucide. Les conjurés avaient pensé qu'il suffisait de tuer César et de proclamer qu'ils avaient libéré Rome d'un tyran pour que la République retrouve son cours vertueux et ancestral. Mais supprimer César ne suffisait pas à détruire le césarisme. Et le soir même du meurtre, le maître de cavalerie, qui secondait le dictateur défunt, restait investi du commandement des troupes qu'il avait fait poster sur le forum et dans tous les lieux stratégiques de la ville. Le pouvoir de droit et la force armée se trouvaient donc dans les mains des deux premiers lieutenants de César. Quant à la plèbe urbaine, il n'avait témoigné aucune sympathie pour le meurtre du tyran. L'idéologie républicaine et antimonarchique était surtout l'affaire des milieux aristocratiques sénatoriaux, bien davantage que celui du roumain de la rue. Octave entre dans le jeu, décontenancés par le climat de grande incertitude qu'ils avaient eux-mêmes installé et inquiets pour leur sécurité. Les conjurés cherchèrent à négocier. 2 jours plus tard, le 17 mars, le Sénat décréta certes l'amnistie des meurtriers, mais Antoine avait obtenu en contrepartie que les actes de César et son testament soient validés et qu'on lui organise des funérailles publiques, alors que ses assassins avaient d'abord envisagé de jeter son cadavre dans le Tibre. Ce compromis était en vérité une journée des dupes pour les césaricides qui acceptaient ainsi la reconnaissance de la légitimité politique de leurs victimes et qui abandonnaient l'initiative et le contrôle des événements aux proches de César, et en premier lieu à Marc-Antoine. Ce dernier n'avait pas tardé à se ressaisir depuis sa fuite assez piteuse de la curie, et il avait pu compter aussitôt sur le soutien armé de Lépide. Il avait surtout convaincu Calpurnia, l'épouse du dictateur défunt, de lui remettre les papiers de César qu'il gardait désormais par devers, lui comme un sésame discrétionnaire depuis que le Sénat en avait ratifié la valeur politique. C'est moi où il y a des mots extrêmement difficiles à dire. Qu'il ait cherché à orienter la tournure ou non, les funérailles du dictateur le débarrassaient enfin de la présence des césaricides et de leurs comparses, réduits à quitter Rome. Or, à la surprise même de Marc-Antoine, le testament de César allait rapidement dévoiler un concurrent inattendu qui ne tarderait pas à tirer son épingle du jeu. Octave, petit-neveu du dictateur, désormais légalement désigné comme son fils adoptif. À l'annonce de l'assassinat et de la lecture du testament qui le plaçait au premier rang des héritiers, le jeune homme s'était mis en chemin pour Rome.
personne ne mesurait alors l'incroyable habileté politique et le formidable destin de ce frêle adolescent de 18 ans. Pourtant, 1 an et demi plus tard, après avoir pris le nom de César et s'être fait accorder le consulat, sous la menace des légions qui avaient rallié sa cause, Octave ferait prononcer la condamnation à mort de tous les meurtriers de son père adoptif, déclarant les ides de Mars jour patricide. En abattant César, les poignards des conjurés avaient contribué, bien malgré eux, à porter au pouvoir celui qui installerait bientôt la monarchie impériale sous le nom d'Auguste. Ouh là là, il y avait beaucoup de mots difficiles dans ce texte. Bon, j'espère que le prochain sera plus facile. On continue dans la Rome antique, dans les coulisses des courses de chars du Circus Maximus. Sans la liesse des foules, la rapidité des chevaux, le grandiose des accidents et parfois un zeste de sorcellerie, les courses de chars de Rome auxquelles se pressaient des milliers de spectateurs n'auraient pas été ce qu'elles étaient. Selon Tite Live, le Circus Maximus de Rome, l'hippodrome niché entre le mont Palentin et l'Aventin, fut le site du légendaire enlèvement des Sabines, un événement tragique du mythe fondateur de Rome. Le jeune État, majoritairement masculin, était confronté à une crise démographique. Après avoir vu ses demandes de mariage intercommunautaire rejetées, Romulus, fondateur mythique de Rome, aurait invité le peuple sabin au consulat, fête honorant le dieu de la récolte. Romulus aurait tâché de distraire son public avec une spectaculaire course de chars qui, dit-on, permit aux Romains d'enlever les jeunes Sabines. Bien qu'aucune preuve n'étaye le récit fait par Tite Live, nous savons que la vallée avait déjà été pour des courses et pour d'autres spectacles pendant de nombreuses années, quand le roi Tarquin l'Ancien entreprit d'aménager les gradins du Circus Maximus au VIe siècle avant notre ère. Très longue cette phrase. Cette piste en épingle à cheveux allait, après plusieurs agrandissements successifs, devenir la plus grande structure de tout l'Empire romain. Selon des sources antiques, à son apogée, ces gradins pouvaient accueillir 250 000 spectateurs, soit un quart de la population de la ville. La vaste arène accueillait tout type de spectacles, des courses d'athlétisme au pugilat, boxe, en passant par les mises en scène de combats militaires, les reconstitutions de batailles, les combats de gladiateurs et même les traques de bêtes sauvages. Mais c'étaient les courses de chars qui attiraient véritablement les foules. On organisait des jeux au sein du cirque en même temps que des fêtes religieuses spécifiques, ou bien sous le patronage d'un patricien, un membre de l'élite dirigeante romaine, soucieux d'accroître sa popularité. Au 1er siècle avant notre ère, 17 jours par an étaient consacrés aux jeux du cirque à Rome, un nombre qui, au 4e siècle de notre ère, s'élèverait à 70. La norme, du moins à partir du 1er siècle de notre ère, était d'organiser 24 courses par événement. Les auriges, en général des esclaves ou des affranchis, et les chars eux-mêmes appartenaient à des factions, des équipes professionnelles recrutées par les organisateurs. Chaque faction était dirigée par un aurige expérimenté que l'on appelait Dominus Factionis et employait un personnel spécialisé chargé de sélectionner les chevaux et de s'en occuper, de construire les chars et d'assister les compétiteurs durant les courses. On distinguait les écuries par leur couleur. Au début, il n'y en avait que 2, rouge et blanche. Puis, sous Auguste, on ajouta une écurie bleue, puis plus tard une verte. La parade inaugurale, le
qui s'élançait du Capitole, puis traversait le Forum le long de la Via Sacra avant de tourner vers le Forum Boarium, le marché aux bestiaux, près du Circus Maximus. C'était un cortège impressionnant, bruyant et haut en couleur qui voyait des membres de la noblesse et des autorités de l'État participer aux côtés des auriges, le tout accompagné de musiciens, de porteurs de parfums et de statues de diverses divinités. Chacune des factions arborait ses emblèmes colorés. La piste du Circus Maximus mesurait entre 550 et 580 mètres de long et 75 mètres de largeur environ. Dans les autres cirques des provinces, les pistes avaient tendance à être plus courtes. On plaçait du sable sur de la terre compacte pour former la surface de l'arène. Tout le long de la section centrale filait un bas mur de séparation de 335 mètres de long, la spina, l'épine. Celle-ci était flanquée de petits bassins, de sanctuaires et de statues de dieux, ainsi que d'un obélisque rapporté d'Égypte après la conquête de l'empereur Auguste. Au IVe siècle, on érigea un obélisque plus grand. De part et d'autre de la spina se trouvaient les métailles, composées chacune de 3 cônes, parfois recouvertes de bronze et utilisées pour indiquer les virages et la ligne d'arrivée. La victoire revenait à l'aurige qui parvenait à sortir du dernier virage en tête. L'amour du public pour les quadriges. On utilisait plusieurs types de chars pour les courses. Les biges étaient tirés par 2 chevaux et les triges par 3. Il arrivait que des chars soient tirés par 10 chevaux. Mais sans aucun doute, la compétition favorite du public était celle des quadriges qui étaient tirés par 4 chevaux. Ces derniers étaient choisis en fonction de leur apparence et de leur force. Il était important de les atteler dans le bon ordre afin d'obtenir une vitesse maximale. Les 2 chevaux du milieu étaient attachés au timon du char et les 2 du côté n'étaient reliés que par une sangle. Le cheval courant du côté de la spina devait être le plus fort et le plus rapide pour mener et guider l'attelage à la fois. Les chars à essieu unique étaient petits et ne pesaient que 25 à 30 kg. La partie antérieure du châssis en bois était recouverte de cuir et de petites roues minimisaient le risque de renversement. Certaines courses comptaient 2 ou 3 chars par faction. Il pouvait donc y avoir jusqu'à 12 chars sur la piste simultanément. Mais les courses qui agitaient le plus les foules étaient celles avec un char par écurie. Les courses duraient généralement 7 tours, soit 8 à 9 minutes, et l'on en organisait 10 à 12 par jour. Caligula doubla ce nombre. À la fin de son règne, pendant les Jeux, on en organisait 24. Un départ tonitruant. Avant la course, on plaçait les chars et les chevaux dans les sacerces, des stalles de départ dotés de portes ouvrant sur la piste. La position de chaque équipe était déterminée par tirage au sort. Des boules de la couleur des écuries étaient tirées dans une sorte de tambour et la faction dont la couleur sortait en premier pouvait choisir sa position de départ, ce qui lui conférait un avantage. Les plus hautes autorités de Rome, y compris l'empereur, assistaient au spectacle confortablement assises dans une tribune, le Pulvinar, qui offrait une vue imprenable sur l'action. L'éditor, le sponsor du spectacle, prenait place dans une loge située au-dessus des carcérès. Il était celui qui lançait chaque course en lâchant la mappa, un tissu blanc. Au moment où la mappa tombait, on sonnait une trompette droite de plus d'1 mètre de long, la tuba romaine, pour indiquer au public et aux concurrents que la course démarrait. Un mécanisme désentravait alors immédiatement les portes des carcérès et les chars s'élançaient sur la piste.
poème épique Punica Silius Italicus décrit une course de chars s'étant déroulée en Hispanie. Avant même qu'on ne lève la barrière de départ, la foule excitée s'agitait dans tous les sens dans un bruit semblable au grondement de la mer, et avec une ferveur partisane, fixait ses yeux sur les portes derrière lesquelles les auriges attendaient. Puis l'on donnait le signal et les verrous sautaient avec fracas. À peine le premier sabot apparaissait-il qu'une tempête de cris s'élevait vers les cieux. Penché en avant comme les auriges, chaque homme regardait le char qu'il soutenait et en même temps criait ses encouragements aux chevaux lancés à toute volée. Les auriges tentaient de rester près de la spina afin de minimiser la distance couverte, bien que cela compliquât la négociation du virage à chaque extrémité de la piste. Beaucoup tentaient de rester en première position tout au long de la course, mais d'autres préféraient attendre jusqu'au dernier tour, voire jusqu'à l'ultime ligne droite avant de sprinter vers la victoire. La poussière soulevée durant la course pouvait désorienter l'aurige. Un membre de son équipe à cheval, l'ortator, servait alors de guide et lui criait la position de ses adversaires. D'autres membres de l'écurie, les spasores, couraient sur la piste pour jeter de l'eau sur les chevaux afin de les rafraîchir. Épave, des accidents affreux et parfois fatals, des naufragia, comme les appelaient les Romains, se produisaient régulièrement durant les courses de chars. Le moment le plus dangereux pour un aurige était soit de dépasser un autre char, soit de prendre un virage au bout de la spina. Étant donné la vitesse des véhicules, plus de 70 km/h dans les lignes droites et 25 à 30 km/h dans les virages, les auriges couraient un véritable risque physique. Pour se protéger, chaque aurige portait un casque en métal et avait un poignard glissé à la ceinture qu'il pouvait utiliser pour couper les rênes attachées autour de sa taille. Ce geste pouvait lui permettre d'éviter d'être traîné au sol par ses chevaux et d'être piétiné par ceux de ses concurrents. L'enthousiasme atteignait son paroxysme lorsque le vainqueur franchissait la ligne d'arrivée devant la tribune des juges. On sonnait de nouveau la tuba romaine pour annoncer la victoire. L'aurige se voyait alors décerner une palme et une couronne de laurier, symbolisant son triomphe, ainsi qu'une somme d'argent. Enfin, il effectuait un tour d'honneur sous les acclamations de la foule. Le public profitait de ce temps mort pour se détendre, manger ou discuter en attendant le début du spectacle suivant, qu'il s'agisse d'athlétisme, d'une chasse à la bête sauvage ou d'une autre course de chars, riche en émotions. Je sais pas vous, mais rien que d'avoir lu ces courses de chars, ça m'a épuisée. Il y avait des mots super compliqués à lire en fait. Des mots que j'ai pas du tout l'habitude d'employer en fait. C'était une lecture en langage soutenu. Voilà les amis, bon je vous laisse ici. Oh là là, ça se voit que je suis fatiguée. Je vous laisse ici les amis. Merci pour votre écoute. Merci d'être toujours fidèle à la chaîne. Merci beaucoup. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à dimanche dans une... J'arrive plus à parler, il fait trop chaud. Je suis désolée pour ces bafouillages de lecture, mais je suis fatiguée et il fait trop chaud. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous, buvez de l'eau. Moi je vous souhaite tout le bonheur du monde les amis, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche. Bisous.